Ok, donc le cours de ce soir, c'est un cours qui est évidemment passionnant et qui, comment dire, qui amène énormément de, comment dire, de- d'échanges et de questions et évidemment de frustration. Ouais, c'est le sujet de la conversion. Pourquoi j'ai choisi ce sujet-là ce soir de la conversion? Parce qu'on est en plein dans les parachiotes, d'accord? Dans les parachiotes de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est un moment qui, en vérité, révèle la naissance et l'identité d'Israël, du peuple juif. Le juif est né en Égypte, d'accord? Et il est né en Égypte, et évidemment que la question se pose, comme tout peuple qui naît de quelque part, eh bien, qu'est-ce qu'il a récupéré de l'Égypte? Ouais, il serait judicieux de se poser la question de savoir qu'est-ce qui nous reste de l'Égyptien. Ouais, qu'est-ce qui nous reste de l'Égyptien? Tout peuple, ouais, je pense qu'on en a déjà parlé plusieurs fois, mais je vais reprendre l'idée. Vous savez qu'il y a un principe dans l'histoire, et qu'il y a un principe qui qui s'étend également au principe de sociologie. C'est quoi? C'est la dialectique du maître et de l'esclave. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette dialectique-là. Elle est toute simple. C'est de dire que dans l'évolution de l'histoire, eh bien, évidemment, que à un moment donné, il y a les forts et il y a de l'autre côté les faibles. En général, les faibles se font exploiter, on les utilise comme des esclaves, et les forts, qu'est-ce qu'ils font? Ils profitent de cette main-d'œuvre et de ces esclaves pour pouvoir s'enrichir et de devenir plus forts. Donc ils exercent un pouvoir sur les faibles. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? La dialectique nous dit, et ça s'est révélé, à travers l'histoire, c'est quoi? C'est que les faibles, à un moment donné, deviennent plus forts. Pourquoi? Parce que, étant donné que les forts, eh bien, ils donnent toute l'expérience et la pratique aux faibles, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le faible s'enrichit d'une expérience, et le fort, eh bien, il perd son expérience, et donc il s'affaiblit. Et donc, du coup, se renverse les pouvoirs, et donc les faibles, les esclaves prennent le dessus, se libèrent, mais ils se libèrent toujours, et ça c'est l'histoire qui l'a montré, toujours pour être comme leur maître. Pourquoi? Parce que c'est le seul modèle de liberté et le seul modèle de d'expansion qu'ils puissent avoir. D'accord? Alors bien entendu avec des améliorations, bien entendu avec mais c'est toujours une prise de pouvoir. Ce qu'on appelle le principe de la révolution. D'accord? Ce principe de révolution, comme Sartre lui-même a beaucoup travaillé sur la question de la révolution, il disait, à juste titre, il disait que toute révolution devient forcément terroriste. Pourquoi? Parce que elle a besoin du terrorisme pour se libérer des chaînes de son maître, d'accord? Et pour pouvoir prendre le dessus. Ça, c'est ce qu'on appelle la dialectique du maître et de l'esclave. Maintenant, il y a une question très forte au sujet du judaïsme, au sujet du peuple juif. C'est quoi? C'est que le peuple juif a été esclave en Égypte. D'accord? Et il a été esclave en Égypte, mais seulement, il s'est libéré de l'Égyptien, mais il ne s'est pas libéré de l'Égyptien pour devenir égyptien, et il n'est d'ailleurs jamais devenu égyptien. Il s'est libéré de l'Égyptien pour devenir toute autre chose, et même, on va dire, quelque chose qui s'est proposé comme neuf, et qui n'a jamais été entendu jusqu'à la naissance du peuple juif. Ce qu'on appelle la Torah, le don de la Torah. D'accord? Le don de la Torah, qui est un événement, peu importe maintenant quelle est la foi de chacun, mais c'est un événement qui est indiscutable puisqu'il s'est inscrit dans l'histoire et dans les mémoires des hommes, de tous les hommes. D'accord? Peu importe comment chacun y voit sa foi, ça n'a aucune importance. D'accord? Donc historiquement parlant, cet événement-là s'est inscrit dans l'histoire et dans la mémoire de chaque homme. Maintenant, cette naissance-là, elle est énigmatique. Du point de vue des historiens, elle est énigmatique. Et d'ailleurs, beaucoup sont allés chercher l'origine du judaïsme en Égypte. C'est pour ça qu'il y a des chercheurs qui sont allés voir et qui sont allés dire, mais vous voyez, en vérité, les Égyptiens pratiquaient la circoncision. Ce n'est pas un truc typiquement juif, c'est pas né chez les juifs, la circoncision. C'est né en Égypte, il y avait déjà une pratique de la circoncision. Or, on sait, évidemment, qu'ils ont raison, puisque c'est marqué que Yosef, qui était le prince d'Égypte à ce moment-là, eh bien, il a circoncis toute la population. Donc évidemment, avant même que le juif apparaisse et naisse, eh bien, il y avait des circoncisions en Égypte. D'accord? Tout ça, je vous le dis pour juste qu'on se situe. Pour l'instant, on ne commence pas à réfléchir. Il est juste bien d'avoir les informations nécessaires pour être un minimum instruit et commencer à réfléchir. Très bien.
Maintenant, pourquoi je vous dis tout ça? Il y a une halakha très intéressante. Une halakha qui est fixée dans le, comment dire, dans le Rambam. Ouais. Et cette halakha-là, elle a été tranchée à partir d'une discussion dans la Gemara du Talmud qui est la suivante. Si demain, une personne se convertit, peu importe la date à laquelle il se convertit, donc n'importe quel jour dans l'année, eh bien, hein, la Gemara se pose la question de savoir si il doit apporter un korban, un sacrifice, ouais, le sacrifice qu'on apportait en Égypte, l'agneau pascal, ouais, ce qu'on appelle l'agneau pascal, d'accord? C'est-à-dire le sacrifice du korban Pessah, le sacrifice de Pessah, d'accord? Et donc la Gemara se pose cette question-là, et tout le monde, tous les commentateurs demandent, ils disent mais quel rapport? Parce que tu t'es converti à Purim, pourquoi tu devrais apporter un sacrifice de Pessah? Quel est le rapport? Ouais. Et en vérité, les commentateurs expliquent, même si c'est pas la halakha, parce qu'au final on n'a pas retenu cet avis-là, mais au bout du compte, les commentateurs expliquent quelle est l'idée. L'idée, c'est de dire que quoi, que tout converti, en vérité, c'est nécessairement une opération, c'est nécessairement une dynamique de sortir d'Égypte. C'est-à-dire que quoi, que n'importe quel converti, qu'est-ce qu'il fait avant de se convertir? C'est pas d'adhérer au judaïsme, parce que nous, on pense que quoi, que le converti, c'est celui qui s'attache à une histoire, qui s'attache à une identité. Eh bien, hein, la Gemara nous laisse entendre que quoi, qu'en vérité, non. La dynamique de la conversion, d'ailleurs, le mot conversion n'existe pas dans la Torah. On va le voir, on va l'analyser ensemble. Mais la dynamique d'une conversion, c'est quoi? C'est de sortir d'Égypte. Si tu sors d'Égypte, t'es juif. Ouais. Comme c'est marqué, Ki gerim haïtem be'eretz Mitzrayim. Car vous étiez étrangers en terre d'Égypte. D'accord? Ce terme-là de vous étiez étranger en terre d'Égypte, c'est un terme que l'on retrouve pour nommer le converti. Le converti est appelé en hébreu guerre. Guerre, c'est un guerre. Un guerre, c'est quoi? Faites de l'hébreu? Tu fais de l'hébreu? Alors, c'est quoi guerre? Étranger, bravo. Un guerre, c'est un étranger. Maintenant, un étranger... Bravo, t'as bien essayé. C'est concluant. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Le guerre, c'est un étranger. Maintenant, pourquoi on appelle un converti un étranger? Quel rapport entre les deux? Quand tu parles de conversion, tu parles d'un changement, tu parles d'une, comment dire, d'une transformation. Mais lorsque tu parles d'un étranger, pourquoi tu le nommes étranger? Quel est le lien? Quel est le sens? En vérité, c'est quoi? C'est que le converti, dans le judaïsme, c'est un étranger de l'Égypte. Il est considéré comme étranger parce qu'il est étranger de l'Égypte. Et ça, c'est l'identité juive. Ouais. De la même manière que les Juifs étaient étrangers en terre d'Égypte au moment où ils étaient en Égypte, eh bien, le converti, qu'est-ce qu'il fait? Il doit être étranger de l'Égyptien. C'est bon, vous me suivez? Il n'y a rien de compliqué jusque-là. Maintenant, pourquoi? Quel rapport? Si vous regardez, si vous êtes attentif, vous regarderez, par exemple, dans la prière de Shabbat, le Kiddush, vous dites que vous faites Shabbat en souvenir de la sortie d'Égypte. Ouais. Pas seulement en souvenir de la création du monde, mais en souvenir de la sortie d'Égypte. Et il y a énormément de mitzvot, si c'est pas toutes les mitzvot, qui sont en souvenir de la sortie d'Égypte. Quel rapport? Pourquoi toutes elles sont en souvenir de la sortie d'Égypte? Je vous donne un exemple bête. Il y a marqué que quoi, qu'on n'a pas le droit de prendre du ribit, on n'a pas le droit de prendre des intérêts sur un prêt que l'on fait à un frère, ouais, un frère juif. On n'a pas le droit de prendre des intérêts en souvenir de la sortie d'Égypte. Quel rapport? On n'a pas le droit de manger des insectes, parce que c'est pas cachère, évidemment. Pourquoi? En souvenir de la sortie d'Égypte. Et il y a énormément de mitzvot comme ça qui sont en souvenir de la sortie d'Égypte. Pourquoi le souvenir de la sortie d'Égypte? C'est un principe qui est lié à toutes les mitzvot de la Torah. Alors je vais faire une petite parenthèse pour expliquer ce principe-là. Il y a marqué que quoi? Que il y a 4 exils. Le peuple juif traverse dans l'histoire du monde 4 exils. Ces 4 exils-là sont Babylone, Babel, ouais, Paras ou Madaï, les Perses et les Mèdes, ouais, qui sont un seul exil, Yavan, les Grecs, et Édom, c'est l'exil que l'on connaît, ouais, l'exil d'Édom. Maintenant, ces 4 exils-là, les sages demandent, ils disent, mais pourquoi il n'y en a que 4? Il y en a un 5e. Quel est le 5e exil? L'Égypte. L'Égypte était l'exil d'Israël. Ouais, c'est le premier exil. Qu'est-ce que répondent les commentateurs? Une réponse évidente que tout le monde peut répondre soi-même. C'est quoi? C'est que, en vérité, l'exil d'Égypte est à la naissance du peuple juif. C'est-à-dire que quoi? Qu'on n'a pas été exilé parce qu'on était juif et qu'on était déjà juif. Non, on a été exilé et cet exil, c'est celui qui nous a fait naître.
D'accord? C'est-à-dire que l'exil égyptien est lié à la naissance du peuple juif et il ne peut pas se défaire. De la même manière que chaque juif est né en Égypte en sortant d'Égypte, donc un converti, lorsqu'il se convertit, eh bien la première des choses qu'il doit penser, c'est pas adhérer à un judaïsme, c'est pas adhérer à des idées, c'est d'abord et avant tout sortir d'Égypte. Et c'est de cette manière que le peuple juif est devenu juif, c'est-à-dire que Hachem les a fait sortir d'Égypte. Et une fois qu'ils sont sortis d'Égypte, alors là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont compté 49 jours et ils ont reçu la Torah. Une fois qu'ils étaient séparés de l'Égyptien, une fois qu'ils étaient étrangers de l'Égyptien, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ils vont recevoir la Torah. Et ça, c'est ce qui répond à l'énigme des historiens. Pourquoi? Parce que les historiens ne comprennent pas. Normalement, on devrait rentrer dans une dialectique. Ouais, une dialectique qui éliminerait à un moment donné l'identité du juif. Et qui devrait faire l'évolution de l'identité du juif. Ouais. De la même manière que tous les autres peuples qui ont été esclaves à un moment donné, sont devenus comme leurs maîtres. Ouais. Eh bien, nous aussi, on aurait dû fonctionner dans cette dialectique. Or, cette dialectique ne s'est jamais opérée. Ouais. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, à aucun moment, l'identité du peuple juif s'appuie sur le pouvoir qu'elle exerce sur les autres. Mais elle s'appuie sur le pouvoir duquel on se libère. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence. Être libéré, c'est pas avoir un pouvoir qui s'exerce sur le faible. Être libéré, c'est être libre du pouvoir qui s'est exercé sur nous. Si un pouvoir s'exerce sur nous, c'est quoi? C'est parce que quelque part, on est soumis à ce pouvoir. On a besoin de ce pouvoir. Pourquoi tu deviens esclave? Parce que quelque part, tu peux pas te débrouiller tout seul. Parce que tu n'y arrives pas. Parce que donc, il y a quelqu'un qui est plus puissant que toi, qui va abuser de ta faiblesse, et qui va faire de toi un soumis, parce que tu as besoin de lui pour manger. Mais le jour où tu n'as plus besoin de lui, qu'est-ce que tu fais? Tu te libères de lui. Ouais. Et en vérité, la liberté du peuple juif, c'est pas parce qu'il a plus besoin de l'Égyptien. La preuve en est, c'est quoi? C'est que les Juifs dans le désert, plusieurs fois, ils ont réclamé à retourner en Égypte. Et on était mis en Égypte. C'est quoi ce désert? Tu nous donnes à manger des choses qu'on ne peut même pas apprécier. Ouais, la manne, c'est bien beau, ça descend du ciel, mais nous, on veut de la viande. On était mis en Égypte. Ouais. Et donc la Torah, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle nous raconte qu'en vérité, la difficile liberté du juif, ouais, s'acquiert dans cette dynamique de se libérer de l'Égyptien sans pour autant exercer un pouvoir sur l'Égyptien. Sans pour autant devenir un Égyptien soi-même. D'accord? Et vous regarderez, vous analyserez, tous les autres peuples sont devenus comme leur maître. Le seul peuple qui est jamais devenu comme son maître, c'est le juif. D'accord? Donc ça, c'est un point de démarrage. Un point très important qui va nous aider à réfléchir sur la question de la conversion. Ce qui nous amène à comprendre qu'en vérité, ouais, cette argumentation de dire, par exemple, tout à l'heure, on discutait, et il arrive souvent, que y a des frustrations qui sont énormes. Le fait est qu'on hérite toujours de la vie que l'on a. On la choisit pas. Il y a beaucoup de choses que l'on choisit pas. On aborde avant tout, on hérite d'une vie. Et la vie qu'on hérite, c'est avec laquelle on doit se battre pour pouvoir justement grandir, avancer et comment dire. Donc notre vie est d'abord un héritage. Et avec cet héritage-là, tu construis. Tu peux avoir un héritage qui est pourri, ouais, mais tu construis avec cet héritage-là. Il y a des difficultés, on doit grandir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bien, il s'avère que par exemple, l'exemple que j'ai entendu tout à l'heure, une personne qui, est née d'un mariage mixte. Le père est juif, la mère n'est pas juive. Ça arrive très souvent. Ouais, ça arrive très souvent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas-là, la halakha nous dit que l'enfant n'est pas juif. Il n'est pas juif. Maintenant, est-ce que c'est grave? C'est pas grave du tout. On a le droit de pas être juif. Ça existe des gens qui sont pas juifs. Ouais, on a le droit de pas être juif. D'accord? Maintenant, lui qui n'est pas juif, il dit non mais moi je me sens juif. Il dit ok très bien, tu te sens juif, mais sur quel principe tu te sens juif? Tu te sens juif parce que tu es rattaché à une histoire, tu es rattaché à à un sentiment, à une émotion, à plein de choses qui font que ce que tu es. Et évidemment que c'est très douloureux et très difficile. La seule chose c'est quoi? C'est que c'est pas parce que tu as des sentiments que ça fait de toi un juif. Parce que le judaïsme, c'est pas d'être sentimentalement attaché à une histoire. C'est pas vouloir adhérer à une histoire intellectuellement, c'est d'abord et avant tout sortir d'Égypte. C'est pour ça que la conversion dans le judaïsme est très exigeante. Au contraire de toutes les religions,
Ouais, au contraire de toutes les religions, aucune religion a une conversion exigeante, si ce n'est le judaïsme. Ouais. Pourquoi? Parce que pour toutes les autres religions, on adhère à une philosophie, on adhère à une histoire. Ouais. À aucun moment, le juif est celui qui adhère à une histoire. Le juif n'adhère pas à une histoire. Et d'ailleurs, le livre de la Torah n'est pas un livre d'histoire. Ouais. On adhère à ce mouvement, à cette dynamique de sortir d'Égypte. Si tu sors d'Égypte, t'es juif. Donc c'est pour ça que quoi? Que sortir d'Égypte, c'est quoi? C'est d'abord et avant tout s'extraire de tout ce qui est égyptien. Et tout ce qui est égyptien, c'est quoi? C'est tout ce qui est le contraire des mitzvot. Pourquoi il y a des mitzvot? Ouais. Pourquoi un juif, pour être juif, pourquoi un converti, pour devenir juif, il doit recevoir sur lui les mitzvot? Ouais. Il doit recevoir sur lui les mitzvot parce que c'est par les mitzvot qu'il sort de l'Égypte. Toutes nos mitzvot n'ont aucun sens du point de vue de l'Égyptien. L'Égyptien, c'est ce qui incarne l'idéologie, matérialiste. Ouais, quand je dis matérialiste, c'est pas péjoratif. Matérialiste, c'est quoi? C'est le maximum que l'on peut approcher par notre intellect. Ouais, notre intellect définit les choses d'un point de vue matérialiste. C'est obligatoire, on peut pas faire autrement. Maintenant, quelque chose nous a été donné en sortant d'Égypte. Et c'est ce qui a fait que quoi? Que la sortie d'Égypte s'est inscrite dans nos actions. C'est quoi? C'est des actions qui, elles, ne fonctionnent pas du tout à partir d'une vision matérialiste. C'est-à-dire qu'elles sont indéfinissables. Une mitzvah ne se définit pas dans le monde dans lequel on vit. Tu viens pas avec une mitzvah pour dire, écoutez les gars, j'ai une mitzvah, il faut que vous la pratiquiez pour devenir des hommes bien et que socialement on puisse s'entendre. Non, une mitzvah n'a pas cette qualité-là. C'est pour ça que nos sages ont une expression très bizarre qui dit la chose suivante. Mitzvot lave les enot nitnu. Les mitzvot n'ont pas été donnés pour kiffer, pour profiter. Tu ne peux pas tirer un profit d'une mitzvah. Ah mais c'est impensable. Je ne peux pas faire une action qui me donne pas un profit. C'est pas possible. Ben non, il n'y a pas de profit d'une mitzvah. Tu mets les tefilines, tu peux pas kiffer, c'est impossible. Un type qui kiffe quand il met les tefilines, il est malade. Il faut l'amener dans un hôpital psychiatrique et lui dire voilà, écoute, on va faire un traitement, on va t'expliquer, d'accord? Et au mieux, s'il n'arrive pas à s'en sortir, il se pend avec cette tefilines. Ouais. D'accord? Je plaisante, d'accord? Évidemment. Maintenant, quelqu'un qui est dans cette dynamique-là, dans cet esprit-là, de penser que la mitzvah, elle est là pour le faire kiffer, eh bien, il s'est trompé de mitzvah. La mitzvah n'est pas là pour faire kiffer. Il est bien plus kiffant, évidemment, il est bien plus kiffant d'aller faire quelque chose d'autre qu'une mitzvah. Ouais, je vous donne pas des exemples. Je pense que, d'accord, vous pratiquez ça bien mieux que moi. Aujourd'hui, parce qu'à l'époque, j'ai pratiqué ça bien mieux que vous. Ouais. Mais il se trouve que on peut pas dire qu'une mitzvah, elle est là pour nous faire kiffer. Elle n'a pas de profit. Alors pourquoi je serais motivé à faire une mitzvah? Parce qu'elle me libère du joug de l'Égyptien. La mitzvah, c'est la seule chose qui me donne la possibilité de m'extraire des choses qui me réduisent à la matérialité. Ça, c'est le seul profit qui n'en est pas un, qui fait de moi quelqu'un qui s'élève. Et quel est le sens du profit? Écoutez bien la définition du profit. C'est lorsque tu exerces un pouvoir sur quelque chose. Alors ça se dit pas forcément comme ça, mais tout désir est une forme de pouvoir. Quand tu cherches le désir, c'est de montrer quelque part une domination sur quelque chose. Une domination pour soi-même. Tu dis, voilà, j'ai une satisfaction que j'ai réussi à avoir quelque chose. Tout désir est en vérité une quête de pouvoir, une quête de supériorité. Maintenant, comment je peux me libérer de cette médiocrité, de sans arrêt chercher le dessus sur l'autre ou le dessus sur les objets? C'est d'avoir une mitzvah qui fait de moi quelqu'un qui sort d'Égypte, qui me libère de cette dynamique-là. Ouais. Et c'est en ça que nos Chachamim nous disent que l'Égypte, en hébreu, Mitzraïm. Ouais, Mitzraïm, c'est la même gematria, la même valeur numérique que Mispar, le nombre. Ouais. Mitzraïm, Metzer Yam, c'est une prison. En hébreu, Metzer, ça veut dire étroit. Tsar, ça veut dire étroit. D'accord? Metzer, ça veut dire être pris dans l'étroitesse de l'Égypte. C'est quoi l'étroitesse de l'Égypte?
c'est pas ce qu'elle propose, parce qu'elle propose une infinité de plaisirs et de désirs et de satisfaction. Mais c'est quoi son étroitesse? C'est son impossibilité à voir le monde autrement que dans la dialectique. Comment je m'échappe de cette dialectique? Comment je m'échappe de cette médiocrité? En sortant d'Égypte. C'est ça qui fait un juif un juif. C'est pour ça que la Gemara se pose la question, à savoir que si demain, il y a un type qui veut se convertir, eh ben le jour où il s'est converti, il doit amener un sacrifice de Pessah, parce qu'il vient de sortir d'Égypte. D'accord? La halakha n'est pas comme ça, parce qu'on n'est pas capable de le mesurer. Mais si tu sors d'Égypte aujourd'hui, bah effectivement, tu dois amener un korban Pessah. D'accord? C'est pour ça qu'il est très important d'expliquer, parce que malheureusement, ouais, la période d'ignorance dans laquelle le peuple juif a, vous savez que dans l'histoire du peuple juif, il y a des périodes avec des hauts et des bas. Ouais, les périodes de haut, c'est l'érudition, c'est notre attachement à l'étude de la Torah. Ouais, c'est pas seulement la pratique en tant que telle, mais c'est l'érudition. Quand tu es érudit, lorsque tu comprends les choses, lorsque tu es attaché à l'étude, eh bien tu te laisses pas avoir, tu te laisses pas berner. Mais lorsque tu n'étudies pas, alors ta tendance, elle est de passer avec des choses qui sont beaucoup plus agréables que de mettre des tefilines ou de s'asseoir et d'étudier la Torah. D'accord? Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a des périodes comme ça, des périodes d'ignorance, des périodes de faiblesse, et notre véritable faiblesse, c'est notre ignorance. Et donc, à cause de cette ignorance-là, malheureusement, s'est installée une idée qui est, qui malheureusement fait du mal à tous ceux qui veulent se convertir, et à tous ceux qui, ne peuvent, qui sont pas juifs. Et c'est ce que je dis souvent. Ouais, c'est quoi, hein? C'est que ne pas être juif, c'est pas une maladie. Ouais, c'est pas grave. On a le droit de pas être juif. On peut ne pas être juif. C'est possible de pas être juif. Il y a plein de pays. Il y a beaucoup plus de non-juifs dans le monde que de juifs. Beaucoup plus. Et donc tu vas pas éliminer je parle pas éliminer physiquement, mais tu vas pas éliminer de ton esprit 99% de la population. Tu n'es pas tout seul dans le monde. Il y a des non-juifs aussi. D'accord? Donc c'est pas grave. Maintenant, se convertir, c'est pas simplement de dire non, je participe et je suis de ce groupe-là. C'est pas grave. Tu n'es pas de ce groupe-là. C'est pas grave. Ouais. Maintenant, si tu veux te convertir, alors là, c'est un autre projet. C'est pas le projet de la conversion. C'est pas un projet qui est de dire je fais partie de ce groupe. Je suis de cette secte-là. Ouais. D'accord? C'est pas ça. Et en vérité, il n'y a aucune différence entre le juif et le converti. Aucune. Parce que le juif, c'est quoi? C'est un étranger qui est sorti d'Égypte. Un étranger d'Égypte. C'est ça un juif. Donc un converti, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence entre les deux. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Ouais, de ne pas tomber dans le piège et dans la, quelque part dans ce dénigrement de soi-même, ouais, de vouloir se convertir juste pour adhérer à un club, juste pour adhérer à une identité ou adhérer à une histoire. Le judaïsme, et d'ailleurs vous pouvez vous poser la question, comment se fait-il que la conversion elle existe? D'où ça vient une conversion? D'où ça vient? Peut-être t'arrives, tu viens, tu dis non mais je veux me convertir, mais tu peux pas, tu es ce que tu es. Et pourquoi tu veux changer? D'où tu te convertis? Tu peux pas te convertir. D'où ça vient l'idée de la conversion? Parce que à tout moment tu peux devenir juif. Parce que de la même manière que le juif est sorti d'Égypte, n'importe quelle personne peut sortir d'Égypte. Mais pour ça, il faut que tu sors d'Égypte. D'accord? Donc c'est pour ça que souvent on va chercher dans les conversions, les gens vont chercher. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, même la psychologie de l'homme. Ouais. Souvent, les gens vont chercher la reconnaissance de telle ou telle, institution. Il dit oui, je me suis converti chez les libéraux. Ouais. Ok, tu t'es converti chez les libéraux et après? Ah, mais parce que les libéraux reconnaissent mon judaïsme. Et eux, ils reconnaissent pas, les orthodoxes ne reconnaissent pas mon judaïsme. Ouais. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu fais ta salade en fait. C'est-à-dire tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire je suis reconnu par un tel et pas reconnu par un tel. Je crois que le judaïsme c'est juste la reconnaissance d'un groupe et de j'adhère, je fais partie de ce club. J'ai reçu mon diplôme de juif. Ouais. Vous savez que les conversions aujourd'hui comment ça se passe? Vous allez dans un beddin, vous allez voir un rabbin, d'accord? Et le rabbin il vous donne un examen.
Bon, ils voient que vous êtes sérieux, vous allez comment dire, je vous donne le processus, d'accord? Vous allez comment dire, tous les Shabbats à la synagogue, vous montrez que vous êtes présent, vous participez, etc. Et puis à le moment donné, le moment venu, donc on passe un examen. Si tu as plus de 80 sur 100, c'est bon, tu peux être juif. On va te passer au mikvé, etc. C'est quoi? C'est quoi? C'est un diplôme? C'est 80 sur 100, c'est bon, j'ai reçu 80 sur 100, je suis juif. Du coup, si t'as pas 100%, t'es 80% juif, c'est comment que ça se passe? Vous comprenez l'absurdité dans laquelle on est? C'est une absurdité sans nom. Et nous, on court après ça. Je parle très confortablement du sujet puisque mon père est converti. Donc je sais exactement ce que c'est. Je connais exactement le parcours que c'est. D'accord? Donc il est important de comprendre ça dans n'importe quel, comment dire, de n'importe où d'où on vient, de n'importe quel endroit où on démarre. Ouais. La question n'est pas de savoir ce que tu es. La question, c'est de savoir où tu vas. Ça n'a aucune importance que tu n'es pas juif. La question, c'est de savoir ce que tu veux de sérieusement. Est-ce que tu veux te convertir? Bah, si tu veux te convertir, convertis-toi comme il faut. Mais ne commence pas à dire c'est quoi un juif. C'est quoi un juif? Vous savez, il y a dans la... Je crois qu'elle a disparu celle-là. Elle a été effacée de YouTube. Mais il y avait une dame à un moment donné, comment dire, elle allait questionner les gens dans la rue. Elle lui disait c'est quoi être juif? Et elle avait tout un truc comme ça sur YouTube. Je sais pas si vous avez vu une fois. Elle interpelle les gens dans la rue. Elle a dit c'est quoi être juif? Et donc elle questionnait des juifs populaires, connus, etc. Et donc elle a toute une panoplie. Peut-être qu'elle existe encore sur YouTube ou elle a été éliminée, je sais pas. Mais en tous les cas, il y avait plein de comment dire d'interviews comme ça. C'est quoi être juif? Et chacun donnait son avis. Ah, pour moi être juif c'est ça. Pour moi être juif c'est ça. Pour moi être juif c'est ça. Du coup il y a 600 000 judaïsmes. Mais la Torah nous dit qu'il y en a qu'un seul. Et le seul qui est, c'est quoi? C'est celui qui sort d'Égypte. Et Dieu t'a expliqué c'est quoi sortir d'Égypte. Maintenant, tu peux vouloir ça, et tu peux vouloir autre chose, chacun il est libre. Ouais. D'où ça vient cette différence-là, entre les juifs et les non-juifs? D'où ça vient? Quelle est l'origine de ça? Le Harizal, il explique, ouais, qu'au moment de la création, il n'y avait qu'un seul homme, Adam. Vous connaissez l'histoire, Adam et Ève. Ouais. Au moins ça. Ouais, vous la connaissez ou pas? C'est bon? Ouais. Maintenant, Adam et Ève, il était tout seul. Il n'y avait rien. D'accord? Toute l'humanité allait découler de lui. Donc, on découle tous du même homme. D'accord? Ah, peut-être pas pour les autres, mais en tout cas pour la Torah, c'est clair. On descend tous de Adam. Ouais. À partir de là, comment se fait-il qu'il y a des juifs et des non-juifs? Parce que Adam n'était pas juif. Est-ce que vous saviez ça? Parce que Adam, quand il a été créé, Hachem, il n'a pas créé un juif, il a créé Adam. Il n'était pas juif, Adam. Et pire que ça, ceux qui découlent de lui, qui sont descendus de lui, Abraham, Yitzhak, Yaakov, ouais, ils n'étaient pas juifs non plus. C'était pas des juifs. Ouais. Quand c'est que ça a commencé à être juif, c'est au moment où on a reçu la Torah. On est sorti d'Égypte et on a reçu la Torah. Donc Abraham n'était pas juif. Donc au pire, t'es au moins comme Abraham. Ouais. Au pire, t'es comme Adam. D'où ça vient l'histoire des juifs et des non-juifs? Ça vient du fait que comme ça il dit le Harizal, il dit que à l'origine, l'âme d'Adam Arishon, ouais, elle était destinée à réparer le monde. Et donc à recevoir la Torah. Réparer le monde, c'est recevoir la Torah. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il a fauté. Cette faute-là, elle a entraîné trois dynamiques différentes dans l'humanité. Ouais, 3 mouvements, 3 chemins. Premier chemin, c'est quoi? C'est ceux qui aiment bien la situation, la nouvelle situation dans laquelle on est. Après la faute, ça leur plaît, le monde leur plaît bien. Du coup, ces gens-là, ouais, ceux qui vont rester dans cet esprit-là, le nouvel age, ouais, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ceux-là, ils auront les 7 mitzvot. Ils auront les 7 mitzvot. Très bien. Ils se contentent de ça. Ensuite, il y a ceux qui sont indécis. Ils disent oui, quand même, malgré tout, c'est vrai qu'il y a le New Age, il est sympa, mais ce serait bien quand même de rester un peu plus élevé, d'avoir un peu plus d'élévation. Ouais. Mais ils sont indécis, ils sont pas décidés. Et il y a une troisième catégorie qui a vu la chute et qui a chuté comme tout le monde, mais qui dit mais on peut pas rester là-bas. On veut s'en sortir, on veut pas rester comme dans cette médiocrité-là. Donc en vérité, on démarre tous du même niveau. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Ouais.
qu'est-ce qu'on veut? De quoi on veut sortir? Ceux qui veulent pas sortir, pas grave. Tu es égyptien, tu peux rester égyptien. Hachem, il a créé des Égyptiens. On a le droit d'être égyptien. C'est pas très grave. C'est pas la fin du monde. Et il y a ceux qui sont indécis. Ceux qui sont indécis, ce sont les convertis. Ceux qui, plus tard, soit vont choisir la conversion, soit vont dire non, tout compte fait, je ne veux pas me convertir, je préfère être non-juif. Ça existe aussi. Il dit non, la conversion, c'est un trop gros truc. C'est pas quelque chose que je peux assumer. Tout compte fait, je peux mieux assumer la vie du New Age. Ouais, très bien. Et il y a cette troisième catégorie qui va devenir le peuple d'Israël et qui va recevoir la Torah. Ce sont ceux qui veulent à tout prix sortir de ce nouvel ère. Ouais. C'est comme ça que le monde est construit. Et ça, vous pouvez le retrouver pas simplement dans le Harizal, mais même dans la vie de tous les jours. Dans n'importe quelle action que vous faites, n'importe quelle chose que vous apportez au monde, eh bien, il y a toujours ces trois catégories. Il y a ceux qui disent non, mais attends, nous on est bien comme on est, fous-nous la paix. Et ils ont le droit, c'est leur droit. Hein. Il y a ceux qui disent bon, j'aime bien, mais tu comprends, je suis un peu entre les deux. J'aime bien aussi sortir, j'aime bien aussi étudier, j'aime bien les deux. Ouais. Donc voilà, il n'est pas décidé celui-là. Ouais. Il est un peu, il y en a beaucoup des comme ça. D'accord. Et il y a ceux qui ont dit non mais attends, je peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Ouais, je peux pas toute ma vie rester un type qui est attaché à la matérialité. J'ai envie de grandir, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de m'attacher à du sens. Alors ceux-là, bah, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils étudient, ou ils investissent, ou ils trucs, machin, etc. Mais ça, c'est pas que dans le judaïsme que c'est comme ça, c'est partout que c'est comme ça. Donc pourquoi ce que j'essaie de vous dire, c'est quoi? C'est d'abord et avant tout de donner une définition de ce qu'est être juif. Et être juif, c'est sortir d'Égypte. Ça, c'est clair. Et la deuxième chose que j'essaie de vous faire comprendre, et c'est ce que je dis là ne s'adresse pas aux non-juifs seulement. Il s'adresse aux juifs lui-même. C'est qu'un juif, c'est quelqu'un qui sort d'Égypte tous les jours. Tu te lèves le matin, tu dis pas je suis juif et donc c'est bon, je suis mieux que tout le monde. En fait, on s'en fout que tu es juif. Ouais, ça n'a aucune importance que tu sois juif. Ce qui compte, c'est quoi? C'est que tu es juif et que tu assumes d'être juif. Le fait que tu sois juif fait pas de toi un être meilleur que les autres. Ouais. Le fait que tu sois juif te donne la possibilité de sortir d'Égypte. Parce que tu l'as déjà fait. Parce que tes parents l'ont fait. Ouais. Maintenant, si quelqu'un n'a pas hérité de cela, ça va être plus difficile pour lui. Mais il peut le faire aussi. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Parce que ce qui se passe souvent, c'est quoi? Regardez par exemple l'argument que peuvent donner ceux qui veulent se convertir et qui n'y arrivent pas. Il dit, mais pourquoi je devrais faire toutes les mitzvot alors que lui qui est juif, eh ben, il est tranquille celui-là. Tu vois? Lui, il fait rien, il est juif. Et moi, je suis pas juif, je dois tout faire. Vous la connaissez, celle-là? Ouais. C'est un très bon argument, en soi. Et il a raison, le type. Il dit, attends, mais moi, je veux me convertir, mais il est en face de lui un type qui fait rien. Et qui lui dit, bon, mais bienvenue chez nous, hein. Tu connais quand les gens se convertissent, ouais, et il y a le juif qui fait rien, et qui sait même pas c'est quoi être juif. Il arrive et dit, Hazak, bienvenue dans la famille, hein. Ouais, mais en fait, il est venu nulle part. Parce qu'il est rentré nulle part. Ce que tu étais, c'est ce qu'il était avant d'être juif. Vous comprenez l'aberration dans laquelle on est? Et ça vient de quoi? Ça vient de notre prétention à penser que ce que l'on est et ce qu'on a hérité, c'est ça qui vaut. C'est pas ça qui vaut. Ce qui vaut, c'est ce que tu vas devenir, c'est ce que tu vas assumer, c'est ce que tu vas mettre en pratique, c'est ce que tu vas construire. Ce qui fait la qualité d'un juif, c'est qu'il sort d'Égypte. Et c'est pour ça que n'importe qui peut rejoindre ce mouvement-là. Ben, si tu ne rejoins pas ce mouvement-là, c'est pas grave, mais il faut l'assumer. Il faut l'accepter. Ouais. Ok, j'arrête là. Je ne vais pas vous faire souffrir plus longtemps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah. Fort.
Alors, comment dire, ce terme-là de peuple élu, il existe, ouais, il existe dans la Torah, ouais, mais là-bas, l'élection dont parle la Torah, c'est pas une élection parmi les peuples, ouais, c'est une élection en cela que quoi, que tu pratiques la Torah et les mitzvot, que tu es celui sur qui repose la révélation de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc le fait d'être élu ne fait pas de toi quelqu'un de comment dire, de supérieur. Ouais. Quand je dis supérieur, ça veut pas dire que quoi, que c'est pas un jugement de qualité. Ouais. C'est-à-dire, c'est juste que quoi, que bah, il y a des rôles et ces rôles-là, eh bien, ils s'assument. Ouais. Maintenant, Hachem, il a créé, c'est-à-dire le monde est fait de non-juifs. À l'origine, de toute façon, le monde était fait de non-juifs. Il n'y avait pas de juifs au début. Ouais. On était tous destinés à être juifs. Mais seulement, il y a les choix des hommes. Et ces choix-là, Hachem les a respectés, les accepte. Maintenant, il y a également des exigences envers les non-juifs. Il y a des exigences spirituelles envers les non-juifs. Mais ce n'est pas les mêmes exigences. Pourquoi ? Parce que celui-là, il est sorti d'Égypte et celui-là, il n'est pas sorti d'Égypte. C'est simplement ça. Ouais. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle, qui explique en tout cas bien, pourquoi le judaïsme passe par la mer. Ouais. Pourquoi le judaïsme passe par la mer ? C'est pas simplement pour, comment dire, pour vérifier d'où tu viens. Ouais. C'est parce que tout simplement, la mère, c'est celle qui vient après le père. Ouais. Dans l'ordre des choses. Comment comment dire, la vie apparaît dans le monde. La vie, elle apparaît de quelle manière? Ouais, vous connaissez, vous avez fait un peu d'études dans votre vie. Et donc, vous avez le minimum. Et le minimum, il nous dit que quoi? Que il y a le père qui, comment dire, donne à la mère, et la mère qui, elle, porte ce que le père donne et lui donne une forme. Elle, comment dire, elle le construit. Ouais, le père, il aurait beau prendre quoi que ce soit, il peut rien construire. Ça marche pas. Ouais, même avec les nouvelles opérations d'aujourd'hui qui sont très sophistiquées, ça marche pas. Même comme ça marche pas. D'accord? Donc quoi? Donc, quel est l'ordre des choses? Il y a le père et il y a la mère. La mère, c'est celle qui, comment dire, qui construit, celle qui, comment dire, qui met en forme. Mais seulement, qu'est-ce qui se passe? Comment on donne vie à quelque chose? Comment la vie se donne dans le monde? C'est lorsqu'on s'arrache de la mère. Et tu es juif à partir du moment où tu sais d'où tu t'es arraché. La proximité avec la mère est beaucoup plus grande que celle qu'on a avec le père. Je ne parle pas en termes d'affection, je ne parle pas en termes de, comment dire, de philosophie, je parle en termes de proximité physique. C'est physique. Et donc le judaïsme met en valeur cette idée-là. Notre identité se construit depuis le lieu duquel tu t'es arraché. C'est pour ça que le juif est nécessairement égyptien. Mais il est égyptien en cela qui s'est arraché de l'Égyptien. Donc maintenant, aller dire que tu es juif parce que tu t'es arraché du père, ce serait faux. Tu t'es pas arraché de ton père. Freud a essayé, avec le complexe d'Oedipe. Mais même comme ça, il a été obligé de dire que quoi? Qu'il veut retourner chez la mère. Ouais. Et du coup, il se retrouve piégé de nouveau. Il y a toujours le père qui le dérange. Et il faudrait tuer son père pour pouvoir devenir soi-même. Ouais. Pas quand même faire ça. C'est pas sympa. Ouais. Ça se fait pas. Vous comprenez? C'est important de comprendre cette idée-là. C'est-à-dire, c'est du lieu duquel tu t'arraches qui fait de toi ce que tu es. Si tu refuses cette dynamique-là, si tu refuses cet effort-là, tu seras jamais personne. Et pas que pour un juif, pour tout le monde, pour n'importe quoi. Tu pars au Japon. Tu es obligé de t'arracher de la France. Tu as forcément des attaches à la France. Peut-être qu'un jour tu deviendras japonais. Peut-être. Si tu t'arraches de la France.
Voilà. Mais si tu t'arraches pas complètement de la France, tu seras jamais japonais complètement. Oui ou non? Voilà. Et c'est pareil dans tout. C'est comme ça que, comment dire, que le monde il a été construit et c'est ça qu'on attend de chaque homme. Donc encore une fois, je termine avec cette idée-là, jusqu'à que ça rentre bien dans la tête. Un juif n'est pas un juif parce qu'il adhère à une histoire, parce qu'il s'identifie à une histoire, mais un juif, il est un juif parce qu'il opère une sortie d'Égypte. Voilà. Aujourd'hui, quelle est ta sortie d'Égypte? Une question? Il y a des questions? Alors, soit c'est parfait, soit...